Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité réanimation de la SFAR. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie-réanimation pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Marc Léon qui va nous parler des nouveautés dans la prise en charge du choc septique en 2024. Professeur Léon, merci beaucoup d'être parmi nous. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes de la prise en charge du choc septique en 2024 que tout anesthésiste réanimateur doit connaître? Bonjour Fanny, merci de me donner l'opportunité de parler dans ce podcast. Les grandes lignes de la prise en charge 2024, pour l'instant, il n'y a pas eu de grandes modifications. Un référentiel français doit sortir qui va être un parallèle de ce qui se fait au niveau de la surveillance sepsis campagne. On attend la production via l'HAS pour le mois de septembre-octobre, vers la rentrée universitaire. Les grandes lignes globalement, ça va mimer un peu, ça va mimer même complètement la surveillance sepsis campagne avec une approche sur les vasopresseurs qui est assez novatrice puisqu'on va aller vers une recommandation de mettre une approche, ce qu'on appelle multimodale, c'est-à-dire de démarrer plusieurs vasopresseurs très tôt dans la prise en charge des patients avec une défaillance vasculaire. Basiquement, aujourd'hui, ça va se résumer à de la noradrénaline, assez tôt d'introduire de la vasopressine. Alors, il faudra qu'il y ait quelques critères, bien entendu, notamment une SVO2 élevée ou l'absence de défaillance cardiaque. Et de l'hydrocortisone probablement, mais ça, c'est pas très nouveau. Et puis, on a sur le marché qui arrive de nouveaux vasopresseurs qu'il faudra évaluer. Ça signifie que la noradrénaline ne sera pas forcément le vasopresseur de choix? Alors, la noradrénaline sera toujours, reste et restera, je crois, pour encore de nombreuses années, le vasopresseur de première ligne. Ce qui est avéré aujourd'hui, c'est que les fortes doses de noradrénaline euh, résultent sur vraiment un mauvais pronostic, hein. Alors, est-ce que c'est la gravité des patients qui fait que qu'il y a un mauvais pronostic? Probablement en grande partie, mais enfin, reste quand même un facteur qui est souvent dans les analyses multivariées un prédicteur indépendant, et on pense qu'à forte dose, il n'y a pas trop de sens puisqu'il n'y a plus trop d'expression de récepteurs alpha, hein, et donc s'il n'y a plus de récepteurs, on se demande à quoi sert le produit. Et puis il y a quelques effets immunitaires défavorables avec la noradrénaline. Et donc on pense que comme on aborde la douleur en anesthésie, hein, avec des multiples cibles, on met un anti-inflammatoire, on met du paracétamol, on met un morphinique ou un morphinomimétique. Là, la défaillance vasculaire, on voudrait aborder à peu près de la même manière. Le niveau de preuve reste bas aujourd'hui, mais un petit groupe a pensé que on ne peut pas rester que sur la noradrénaline avec des mortalités qui approchent 80-90% quand on monte les doses, et qu'une des solutions, ce serait de cibler différents récepteurs. Et d'après les études observationnelles qu'on peut avoir, si on veut avoir cette stratégie multimodale sur plusieurs récepteurs, le récepteur alpha, mais aussi le récepteur V1A via la vasopressine, ou les récepteurs à l'angiotensine, il faut le faire tôt, et quand on le fait tard, ça ne sert plus à rien. Donc il faut introduire tous ces vasopresseurs de façon plutôt précoce dans la prise en charge de la défaillance vasculaire. Final, quels sont les domaines de recherche actuels concernant la physiopathologie du choc septique et de la réponse immune qui vont donner lieu peut-être à des publications dans les années à venir et qui intéressent les chercheurs à l'heure actuelle? Alors, il y a vraiment eu une progression. Il y a un premier axe qui est sur la réponse immune. Pendant longtemps, on a décrit le choc septique comme une phase hyper inflammatoire, et donc il fallait donner des anti-inflammatoires, et on a donné des anti-TNF, des anti-IL6, des anti-interleukine 1, qui sont que des molécules pro-inflammatoires, et donc leurs antagonistes sont des anti-inflammatoires. Et cette théorie a été prédominante des années 80 jusqu'aux années 2010,
Et puis a émergé une nouvelle théorie qui a été conduite par Richard Hotchkiss de la Washington University à Saint-Louis, qui a dit ben non, les patients en choc septique ils sont pas du tout hyper-inflammatoires. Il y en a une partie hyper-inflammatoire et puis il y en a une partie qui sont plutôt comme des patients immunodéprimés, qui ressemblent d'ailleurs aux patients qui ont un VIH à la phase active et qui n'ont plus de réponse immune. Alors c'était basé sur des études autopsiques où on allait voir qu'en fait il y avait plus de réactivité des macrophages, des monocytes chez dans ces populations-là. C'était d'ailleurs basé aussi sur des travaux français de Didier Payen, Jean Carré notamment, qui montraient, et du groupe de Jean-Marc Cavaillon de l'Institut Pasteur, qui montrait qu'il y avait une anergie des monocytes. Donc pas de réponse des monocytes qui étaient stimulés plusieurs fois. Et donc cette théorie, elle a montré qu'il y avait une grande partie de la population en choc septique qui a été en fait immunodéprimée, que souvent d'ailleurs ça pouvait coexister, que les deux phases pouvaient plutôt coexister. Et donc maintenant, ce qu'on a, c'est des études qui vont essayer de déterminer quelle est la réponse immune du patient. Est-ce qu'il est en phase pro-inflammatoire ou en phase anti-inflammatoire immunosuppressive? Et donc il y a une étude qui est menée par un groupe grec, mais une étude internationale dans laquelle la France participe malheureusement pas, mais qui va donner un anti-inflammatoire aux patients qui sont hyper-inflammatoires et qui va donner un booster de l'immunité aux patients qui sont en immunodépression. Et donc, cette étude a bien progressé. Il y a à peu près 80% des patients qui sont en immunodépression et 20% des patients qui sont hyper-inflammatoires. Et on attend les résultats avec beaucoup d'attention parce que ça peut être une première avancée. Mais il y a plein d'autres voies qui sont en train de progresser. Il y a l'équipe de Sébastien Gibaud à Nancy qui avait travaillé sur un marqueur qui s'appelle un récepteur qui s'appelle le TREM1, un récepteur transmembranaire, et il y a toute une littérature aujourd'hui sur ce récepteur, et il y a des essais qui sont en cours sur des modulateurs de ce récepteur qui modulent la réponse immune et qui ont là aussi quelques résultats préliminaires assez encourageants. Voilà, il y a plein de voies différentes. On dit souvent sur le sepsis, finalement, il n'y a rien à faire, il y a pas de nouveauté. C'est pas tout à fait vrai. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la prise en charge reste assez traditionnelle, hein, basée sur l'antibiothérapie, les vasopresseurs et plus ou moins de l'hydrocortisone. Mais dans le pipeline, on a quand même pas mal de voies de modulation, y compris d'ailleurs sur les modulateurs de la réponse vasculaire, puisqu'il y a un papier tout à fait intéressant qui est sorti dans eClinical médecine, où ils mettent dans des lysozymes des donneurs de NO qui vont aller dans les zones particulièrement exposées. Et alors c'est une petite étude chez des patients qui sont vraiment très très graves, mais en tout cas l'effet là aussi a l'air tout à fait intéressant, alors que les inhibiteurs du NO étaient associés à une surmortalité jusqu'à présent, et ça marchait pas très bien. Ben là c'est une possibilité de les amener juste dans les bonnes zones, dans les bons organes, et non pas de les diffuser partout. Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que le référentiel à paraître sur le choc septique va aborder une autre caractéristique de la physiopathologie du choc septique qui est l'immunothrombose et de la même manière l'hyperperméabilité vasculaire? Est-ce qu'on a des pistes de recherche intéressantes qui pourront mener à l'utilisation de nouveaux produits pour traiter soit cette réponse immunothrombotique ou bien l'hyperperméabilité vasculaire? L'hyperperméabilité vasculaire, elle est un peu traitée par tout ce qui est vasopresseur et justement ces inhibiteurs du NO hein, qui pourraient répondre à cette question, et dans ce papier d'ailleurs les auteurs en parlent. Il y a d'autres pistes sur l'hyperperméabilité. Le référentiel qui va sortir, le référentiel lui il est très classique. Ce qui va être tout à fait novateur sur ce référentiel, c'est de s'intéresser à la phase préhospitalière, sur laquelle il n'y avait pas de référentiel jusqu'à présent. Donc, ça va être la prise en charge du choc septique et du sepsis, hein,
la maison, on va dire, après l'hôpital, jusqu'au retour finalement à la maison. Et donc, ce qui va être très novateur, c'est la phase préhospitalière qui est très développée avec des recommandations, et la phase post-hospitalière, tout le suivi des patients en choc septique. Et ça, il va y avoir vraiment beaucoup d'innovations. Sur la phase intra-hospitalière, il n'y a pas de grandes nouveautés en termes d'anticoagulation, de gestion de la thrombose, même si il y a des pistes, puisque vous y travaillez dessus, hein, il y a des pistes magnifiques là-dessus. Nous, on a des données sur des microparticules plaquettaires, ici les plaquettes, qui vont modifier selon leur expression et selon le type de microparticules. On a un pronostic qui est totalement différent. Et donc, on peut penser que si on arrive à moduler ça, peut-être que derrière, il y a des solutions thérapeutiques qui émergeront. Merci beaucoup. Et pour terminer, en quoi finalement les anesthésistes réanimateurs sont des acteurs cruciaux dans la prise en charge des patients en choc septique? Je crois que il faut vraiment d'abord ne pas abandonner toute cette partie de la médecine, et quelquefois il est bon de le rappeler. On a les réanimations et on représente 60-70% des réanimateurs en France. Donc il faut qu'on forme et on forme très bien nos étudiants à ça, mais il faut qu'on reste présent dans la réanimation. On doit être en médecine périopératoire aussi, et le message est très important. Il faut qu'on essaye de valoriser dans toutes les formes d'exercice d'ailleurs, à tous les sens du terme, la médecine périopératoire. Et ça va être des négociations avec les ministères, avec la DGOS, pour être présent dans les services et suivre nos patients. Et dans ces services, on va avoir une proportion de patients qui vont faire des sepsis et des chocs septiques qu'il va falloir prendre en charge. Et plus on les prend tôt en charge, moins ils auront besoin de soins critiques derrière finalement. Et donc là, l'anesthésiste réanimateur a tout son rôle dans la détection et le traitement précoce. Et puis l'anesthésiste réanimateur, quand il est au bloc opératoire, il va avoir une proportion de patients qui vont être en choc septique, notamment le plus classique, c'est probablement la péritonite, mais ça peut être des complications sur des œsophages, sur des DPC, ça peut être des complications sur des infections osseuses, et donc il faut qu'ils soient absolument au courant, informés et à la pointe sur la prise en charge de ces patients, parce que il va en rencontrer tous les jours ou selon l'exercice, tous les mois ou tous les semestres dans son exercice au bloc opératoire. Et donc c'est pas quelque chose qui est contingenté à quelques réanimateurs, mais c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de notre population. C'est notre plus-value par rapport à des personnes qui seraient au bloc opératoire et qui ne feraient que des gestes techniques que sont l'intubation trachéale et la pose de voix, et puis le maniement de la sédation. C'est vraiment la plus-value de notre formation. Professeur Léon, je vous remercie beaucoup de vos réponses et de ces messages très clairs. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast ARPOD, le podcast de l'anesthésie réanimation, sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts. À bientôt!